Sachant que la température au-dessus du Groenland augmentera probablement 2 fois plus que la moyenne planétaire, et donc que l'élévation de la température planétaire à terme, donc en 3000, sera voisine du double de ce qu'elle était en 2100, le lecteur pourra en déduire que pour faire 8 degrés au-dessus du Groenland en 3000, il suffit d'avoir 2 ou 2,5 degrés de plus en 2100 pour la moyenne planétaire. Et nous avons déjà signé pour 1,5 degrés de température. Un autre amas glaciaire qui pourrait ne pas résister à l'évolution en cours serait la calotte occidentale de l'Antarctique, qui a, semble-t-il, déjà commencé à subir les effets du réchauffement en cours. La fonte totale de l'Antarctique, qui représenterait 60 mètres d'eau de plus, n'est pas à l'ordre du jour à ces échéances très brèves. Voici sur ce graphique la variation annuelle moyenne de l'altitude au sommet de la calotte antarctique, en centimètres par an mesurée par altimétrie radar entre 1992 et 2003, raison pour laquelle la proximité du pôle sud n'est pas couverte. En bleu et violet, l'altitude diminue, il y a donc perte de glace. En vert clair, jaune et rouge, l'altitude augmente, il y a donc gain de glace. Les triangles situés près des pôles représentent l'évolution de l'épaisseur des langues de glace qui prolongent la calotte et flottent dans l'eau. En rouge, forte augmentation. En violet, forte diminution. Le bilan pour la totalité de la calotte antarctique reste incertain pour la décennie qui vient de s'écouler. Mais par contre, on note une baisse globale de la glace pour la partie de la calotte qui se trouve à l'intérieur de l'éclipse bleue et qui s'appelle la calotte occidentale de l'Antarctique. En anglais, West Antarctic Ice Shelf, ou WAIS. C'est surtout elle qui est à risque dans le cadre du réchauffement climatique en cours, et sa fonte ou sa désintégration totale représente environ 6 mètres d'eau de plus pour l'ensemble des océans du globe. Comme pour le Groenland en effet, l'Antarctique pourrait connaître une élévation de température de l'air supérieure à la moyenne mondiale, et bien supérieure à ce que nous avons connu pendant la dernière ère interglaciaire il y a 130 000 ans. Sur ces graphiques, on voit l'élévation de température de l'air autour du pôle sud en 2100 par rapport à aujourd'hui à droite, simulée avec une hypothèse de 850 ppm de CO2 dans l'air en 2100, soit un triplement du CO2 dans l'air entre 1800 et 2100. L'image de gauche représente la différence de température de l'air, simulée aussi entre aujourd'hui et le plus chaud de la dernière ère interglaciaire il y a 130 000 ans. Avec le modèle utilisé, cette époque était donc un peu plus froide qu'aujourd'hui. Cela suggère que la calotte antarctique de l'Ouest n'a pas fondu lors de la dernière ère interglaciaire. La combinaison d'une eau plus chaude et dont le niveau sera plus élevé, attaquant aussi plus vigoureusement les langues glaciaires qui prolongent les glaciers continentaux et flottent à la surface de l'eau, et d'un air plus chaud, rend aussi possible la désintégration de la calotte occidentale antarctique au cours du présent millénaire, avant l'an 3000, sans qu'aucune échéance précise ne puisse néanmoins être évoquée. Voici la représentation schématique de la calotte occidentale de l'Antarctique qui repose sur un socle rocheux sous-marin. Si le vent augmente, plus de vagues et de houle, ou si la température de l'eau augmente, et ou si le niveau de la mer monte, tout cela concourt à attaquer plus vigoureusement la langue de glace flottante appelée Ice Shelf. Dans ce cas, la calotte occidentale de l'Antarctique qui se trouve sur cette langue est arc-boutée sur l'autre partie du continent et concourt à stabiliser l'ensemble. Sa disparition, à cause des modifications environnementales, pourrait par ricochet entraîner la désintégration de cette calotte occidentale dans l'Antarctique. La combinaison de la dilatation de l'eau océanique et la fonte partielle du total du Groenland et la désintégration de la calotte occidentale de l'Antarctique rend ainsi possible une élévation de l'océan dépassant quand même 10 mètres pour le millier d'années qui s'en vient, mais c'est le haut de la fourchette. À l'échéance de 2100, cependant, et pour l'essentiel, la dilatation des fontes des glaciers, des moyennes latitudes qui vont dominer l'augmentation des niveaux de la mer, ne sera pas considérable. 1 mètre tout au plus, et les évolutions les plus probables seraient plutôt désymétriques, sachant qu'au XXe siècle, l'océan est déjà monté de 20 cm environ. Voici les prédictions de l'élévation du niveau de la mer entre 1990 et 2100, selon les scénarios et les modèles. Chaque scénario d'émission de gaz à effet de serre désigné par un sigle a une couleur différente. Pour une couleur donnée, donc un scénario donné, la barre de droite de cette couleur donne la fourchette de l'élévation possible du niveau de la mer en 2100 selon les modèles. Par exemple, le scénario A1B, en rouge plein, engendre une élévation de la mer de 13 à 70 cm selon les modèles.
Le scénario B2 en vert conduit à 10 à 57 cm ou plus selon les modèles, etc. La courbe de la couleur correspondant matérialise l'évolution médiane, c'est-à-dire le milieu pour l'ensemble des modèles. La zone gris foncé représente l'enveloppe des évolutions médianes, tous scénarios confondus. Et la zone gris clair montre le surcroît de différence. On parle de dispersion des résultats, ajoutée par le fait que pour un même scénario, les différents modèles donnent des résultats différents. Une élévation de cet ordre peut cependant déjà poser d'énormes problèmes aux zones côtières, près de laquelle, je le rappelle, vit 50% de l'humanité. Pour être précis, 50% de l'humanité vit à moins de quelques kilomètres des côtes. On peut ainsi redouter l'invasion de la mer des zones d'estuaires, biologiquement très riches et souvent cultivées. L'augmentation significative des risques d'inondation lors de tempêtes, etc. Toutefois, sans verser dans le cynisme, les conséquences associées à une élévation de quelques décimètres du niveau de la mer sont globalement moins redoutables que d'autres, car elles restent locales. Un virus invincible, le retour vers un âge semi-glaciaire en Europe ou la désertification des 3/4 de la planète sont un péril pour une large fraction de l'humanité, alors qu'une élévation de quelques décimètres du niveau de la mer est localement très gênante, les Hollandais apprécieront, mais pas dramatique pour notre espèce. En un siècle, on aurait largement le temps de reconstruire des digues appropriées, même à la main, si le pétrole à ses îles était abondant, ou de déplacer quelques pâtés de maison. Le fait que quelques États polynésiens se retrouveraient peut-être sous les eaux et que les paysans de l'État du Bangladesh doivent déménager sera certes une catastrophe locale, mais ne risque pas de déboucher sur une catastrophe globale, comme les risques précédemment cités. Par contre, ce qui est très ennuyeux, c'est que le processus ne va pas s'arrêter au bout d'un siècle. Le niveau des océans va continuer à s'élever pendant les siècles à venir, et d'autant plus que l'élévation de la température sera forte. Tout d'abord, la température va continuer de monter après 2100, à cause de la considérable inertie du réchauffement, et donc la dilatation de l'océan va se poursuivre tant que la température montera. Et elle se poursuivra même pendant des milliers d'années, en réponse à l'augmentation de température de l'air, alors que ce dernier se sera stabilisé, car il faut du temps pour que la chaleur se propage dans l'épaisseur de l'océan, même une fois que l'air a chauffé. Il n'y a pas que le niveau des océans qui soit susceptible de poser le problème. Ce qui se passe en son sein pourrait aussi nous causer quelques soucis. L'évolution climatique pourrait d'abord modifier ou ralentir ou arrêter certains courants marins. Or, ces courants jouent un rôle important dans les climats régionaux, ainsi que dans les conditions de vie au large, et leur modification pourrait avoir des répercussions très gênantes à plusieurs titres. Enfin, les bancs de corail, qui sont un composant clé de la majeure partie des écosystèmes marins côtiers et tropiques, sont très sensibles aux variations de température. Quelques degrés de plus leur sont généralement fatals. Ils blanchissent, puis meurent en pareil cas. Or, comme nous aurons beaucoup de mal à éviter que la température planétaire n'augmente de 1,5 à 2 degrés, au moins, il est légitime de se demander si la majeure partie des coraux ne sont pas d'ores et déjà condamnés à l'horizon d'un siècle ou deux. Enfin, l'océan va s'acidifier en absorbant du CO2, et là aussi, il y a un facteur de risque pour la vie marine. Il est difficile d'imaginer les réactions en chaîne qui pourraient suivre, parce que nos connaissances sur le degré précis d'interdépendance des espèces sont souvent parcellaires. Les espèces les plus visibles n'étant pas nécessairement les plus indispensables. Par exemple, la simple disparition des abeilles sous nos latitudes sera probablement fatale à un bon nombre de plantes, alors que la disparition des tigres, qui sera une histoire triste et spectaculaire, et malheureusement vraisemblable, n'est pas susceptible de mettre en péril d'autres espèces. Dans l'océan, que savons-nous des valeurs limites que les espèces clés de voûte sont capables de supporter? Si rien ne permet d'affirmer que la vie dans son ensemble ne soit menacée, des surprises désagréables ne sont pas à exclure.